de la réforme des retraites, symbole du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était un sacrifice nécessaire, Ludovic ? Sacrifice nécessaire, on va voir ce qui va se passer dans les 70 jours de débat parlementaire, parce que c'est... hier, j'étais un petit peu optimiste en me disant, tiens, on n'a pas entendu parler de la journée de la taxe Zuckman, et puis ce matin, Olivier Faure est revenu sur la taxe Zuckman. Sur l'antenne de BFM TV, absolument. Voilà, exactement, donc on se disait, tiens, il y avait deux lâchers de totem hier, en fait, en direct, et puis finalement, il y a le totem PS revient dans la barque. Alors maintenant, au-delà des retraites sur lesquelles on va revenir, ce qui est clair, c'est que dans ce budget, il va y avoir de la matière, il y a beaucoup de bombinettes qui vont créer énormément de débats. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être urticantes pour une partie du PS et des oppositions. Et des chefs d'entreprise qui sont ici autour de la table, je pense. Parce que c'est un budget d'effort quand même. Après, on peut globalement, chacun en prend un peu. Hein. Donc ça va poser de multiples questions pour les chefs d'entreprise, pour les assurés sociaux, pour les citoyens, pour les retraités. Donc il y a pas mal de choses quand même qui vont créer du clivage et le débat risque de pas être simple. On va y revenir. Guillaume, est-ce qu'il fallait lâcher sur les retraites ? On a vu que les taux, le 10 ans français, a très sensiblement baissé. Oui, parce que en fait, les marchés obligataires, ils sont très sensibles au court terme. Donc vous leur dites qu'il n'y a pas d'instabilité politique ou moins d'instabilité politique, et tout d'un coup, les taux d'emprunt... C'était pas le sujet principal aujourd'hui en France pour l'économie, l'instabilité politique. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité totale du corps politique. On sait que de toute façon, il y a un problème démographique. C'est pas un problème de droite, de gauche, il y a un problème démographique. D'ailleurs, un certain nombre de socialistes l'ont vu, etc. Et il y a un problème démographique qui fait que de toute façon, il n'y a que deux solutions pour les retraites, où on allonge la durée de cotisation, ou alors on baisse les pensions. Si on baisse les pensions, c'est entre guillemets, source de crise économique. Donc le plus intelligent, c'est de travailler plus. En plus, la France, on sait, sa particularité, c'est qu'elle travaille moins que les pays tout autour. Donc il faut évidemment allonger et retarder l'âge d'entrée dans la retraite, probablement sauf des professions particulièrement pénibles. Et ça, il n'y a pas de problème pour aller les trouver. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on démissionne sur l'inévitable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on envoie un message au monde formidable, c'est que partout en Europe, on travaille jusqu'à 65, 66, 67 ans. Partout en Europe, on a fait, au Portugal en 2008, dans les années 90, on a fait les réformes. Oui. Et nous, eh bien, on constate qu'on est incapable de faire ces réformes et que pour éviter une dissolution, on fait des petites alliances, on fait des petits compromis. Franchement, je vais vous dire, le peuple des chefs d'entreprise, il est dégoûté de ce qu'il voit aujourd'hui dans le corps politique. Il est dégoûté. C'est accablant et c'est terrible et ça sera terrible, non seulement pour nos entreprises, mais ça sera terrible pour tous les Français et ça sera terrible pour nos enfants. Pourquoi ? Parce qu'on va continuer à emprunter, à huer, à dire. Et j'insiste, ce budget n'est pas un budget de rigueur, on va le faire passer pour un budget de rigueur. Ce budget n'est pas un budget de rigueur, puisque de toute façon, la dépense publique, il est prévu qu'elle continue d'augmenter. Donc on fait une moindre augmentation, mais la dépense publique dans ce pays qui est surendetté, dans ce pays qui a 170 milliards de déficit, on continue à l'augmenter. C'est irresponsable. Elle va progresser de 30 milliards d'euros, effectivement, la dépense publique, mais elle va baisser en ratio, c'est-à-dire par rapport à la création de richesses, par rapport... On va voir où va se situer le PIB de l'année prochaine. Mais on va surtout voir où se situera le PLF à la fin des discussions à l'Assemblée nationale, parce qu'il promet d'être extrêmement modifié, mais on va y revenir. Je vous pose la même question, Laurent Wronski. Est-ce qu'il ne fallait pas sacrifier l'autel de la réforme, mais y compris temporairement, Sébastien Lecornu l'a bien dit, au 1er janvier 2028, on remet sur les rails la réforme pour se payer un petit peu de stabilité politique. Est-ce que ce n'était pas l'urgence du moment ? Mais si le coût de la stabilité économique, c'est de casser la machine économique, ce n'est pas un bon calcul. Et moi, ce que je constate quand je regarde ce budget, c'est un budget qui est sans cap et sans ambition économique. Alors on nous a expliqué qu'il y avait 30 milliards d'ajustements. La moitié de ces 30 milliards, c'est des nouvelles recettes fiscales. Donc on est dans un environnement économique mondial, je dis bien mondial parce que l'économie ne se joue pas uniquement en hexagone, qui est déprimé. On fait face à des chocs sans précédent. Guerre commerciale extrêmement agressive des États-Unis, menace de déferlante de produits chinois à bas prix, les guerres, etc. Et plutôt que d'essayer de stimuler cette machine économique et de donner l'envie de prendre des risques, je dirais que ce budget, c'est un vrai tue-l'amour. Et pendant ce temps-là, quand bien même on se dirait, voilà, on va remettre la main à la poche. Je dis bien remettre. Oui. Mais au moins,
on met en œuvre des réformes structurelles. Mais non, il n'y a pas de réforme structurelle. C'est un budget politique. On est en train d'ajuster les fins de mois. Et je pense qu'en plus, quand on parle de stabilité, mais c'est le début de l'histoire. Ça, c'est un point très important. Je pense que les patrons, ils sont prêts, ils sont prêts à payer plus d'impôts. Mais la stabilité, pas en même temps, la stabilité dont on parle, mais elle est à la semaine. Oui. C'est-à-dire que le budget, il ne fait pas 2 pages. Donc, le gouvernement Le Cornu a tenu 14 heures. On est même. On est d'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 mois de stabilité. Toutes les discussions vont se faire à la baïonnette. Il va y avoir la poursuite des débats politiques qui sont assez consternants. Oui. Vous l'avez dit, je veux dire, c'est vraiment pas d'un très haut niveau. On fait plus de politique que prendre de bonnes décisions pour le pays. Et pendant ce temps-là, les problèmes qui sont des problèmes structurels ne sont pas résolus. Donc, en clair, c'est retour à la case départ. C'est la suite au prochain numéro. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, quand on regarde, nous, parmi les patrons, les chefs d'entreprise que je fréquente régulièrement, les gens, ils disent, on peut faire un effort sur des impôts temporaires, etc. Même si on est déjà les plus fiscalisés en Europe, d'assez loin, aussi bien les entreprises que les particuliers. On peut faire un effort, mais à condition qu'il y ait des réformes. Si c'est faire des efforts pour continuer dans ce système dans lequel l'État dépense 20 ou 25 ou 30% de plus que ce qu'il gagne, je crois, et continuer à creuser cette dette, et continuer à amputer en fait notre énergie entrepreneuriale, si c'est ça notre avenir, si c'est ça l'objectif, alors là, honnêtement, en effet, je pense que les patrons auront le moral dans les chaussettes. Si les patrons ont le moral dans les chaussettes, il faut savoir ce que ça veut dire pour cette économie. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire plus de projets, ça veut dire plus d'investissements. Ça veut dire aussi probablement des gens qui vont commencer à aller regarder si c'est pas mieux d'investir en Italie, si c'est pas mieux d'investir en Allemagne, si c'est pas mieux d'investir en Angleterre ou en Espagne. Et on est en Europe. La taxe Zuckman, les gens ont juste oublié que la taxe Zuckman, elle est inopérante parce qu'il y a des directives européennes qui autorisent de toute façon la délocalisation à la fois des personnes et même des capitaux, holdings et des sociétés. Circulation des biens et des capitaux. Et tout ça est en directive européenne. Donc la taxe Zuckman, il n'y a pas un journaliste pour dire mais comment est-ce que vous faites avec la directive européenne qui s'applique à celui qui veut partir. Écoutez BFM Business, Guillaume Patrinal, on en parle tous les jours. Mettez-vous sur la bonne station. Je suis sûr que dans la tribune, on en parle. Je partage pleinement ce que vient de dire Guillaume et Laurent. Je pense qu'il y a j'essaie d'axer. D'abord, finalement, là, ce qu'on est en train de pointer, j'allais dire, c'est pas tellement les défauts de Le Cornu, parce que Le Cornu, il a eu qu'un mois. En plus, c'est un mois très compliqué. On est en train de croiser avant tout le budget de François Bayrou. Là. Le socle du budget de François Bayrou. Je ne reviendrai pas sur les 9 mois que la France a perdu avec le gouvernement Bayrou pour arriver sur cette copie-là, qui ne raconte rien. Et Le Cornu en est l'héritier. Il ne faut pas se tromper de combat, je pense, par rapport à Le Cornu, c'est-à-dire plutôt être en soutien aujourd'hui, parce que lui, il récupère un bébé sur lequel, honnêtement, il n'a pas pu... Et principalement de la stratégie politique. C'est pas lui qui a composé la copie. Après, sur la réforme des retraites, sur cette pause, on va dire, de la réforme des retraites. Évidemment, si c'est une pause pour ne rien faire, c'est la catastrophe, et ce que vient de dire très bien Laurent. Moi, ce que j'entends, c'est quand même, c'est rare dans un discours politique général qu'un Premier ministre nomme un syndicat. Il l'a fait. Il a nommé la CFDT. Absolument. Il l'a nommé directement. Il a partagé même la possibilité d'aller vers un régime à points, capitalisation et tout ça. Donc en fait, si dans la séquence, c'est pour reconstruire un dialogue social et arriver à reconstruire une réforme qui est nécessaire, est absolument nécessaire, mais, et c'est le mot qu'il a employé, et qui a un mot en écho sur la CFDT, et sur lequel il faut qu'on nettoie cette plaie, c'est qu'il y a une blessure démocratique qui est un poison lent. On le voit dans le débat, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est-à-dire l'incapacité, ne serait-ce qu'à faire un conclave, finalement. En fait, un conclave n'aboutit pas aujourd'hui. Or, ce pays, pour avancer, il a besoin que les partenaires sociaux se remettent autour de la table, et il a besoin, alors là, j'adhère à 100%, merci Laurent de le dire, c'est-à-dire que là, on est sur des budgets techniques. En fait, oui. Des années blanches, ça ne raconte rien. On est dans une période de rupture, une période où l'innovation va être un acte tout majeur dans les prochaines années. Soit l'Europe décroche et on regarde passer les trains chinois, américains, très rapides, de plus en plus rapides, soit on commence à investir et on se remet dans le match. Là, le problème, c'est que pour l'instant, honnêtement, c'est un budget de Ligue 2, quoi, en fait. C'est un budget qui doit ramener le déficit à 5%. Ouais. En même temps, en 2025, on l'a ramené de 5,8 à 5,4. Oui, depuis cette année, ça s'améliore. Et on réduit le déficit quand même, petit à petit, Laurent Wronski. Oui,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chasse au talent qui a commencé il y a déjà un petit moment ne fait que s'accélérer, notamment sous l'effet de la pyramide des âges qui est inversée dans la plupart des pays occidentaux, même en Chine. Ce qui veut dire que par rapport aux défis, alors je ne dis même pas les défis qui nous attendent, les défis qu'on vit actuellement, la transition énergétique, l'IA, etc., je veux dire, la chasse au talent a commencé. Donc moi, si j'étais, n'y voyez aucune autre cuisance de ma part, mais si j'étais le patron d'une grande puissance, mais j'enverrais une lettre de félicitations aux parlementaires français. Pourquoi ? Parce que là, vous allez avoir des offres qui vont être faites de la part de pays. Je veux dire, les États-Unis ont commencé il y a déjà un petit moment, en expliquant, écoutez, puisque ça ne se passe pas forcément bien dans votre pays, nous, on va vous dérouler le tapis rouge. Et on voit que les talents partent de plus en plus. Hein. On a eu des chiffres il y a quelques semaines assez inquiétants. C'est une évidence. Oui. Guillaume, sur le redressement des comptes publics quand même, parce que je vous trouve tout extrêmement sévère. On est dans un contexte politique quand même. Non, pas sévère. Il y a quelque chose que tout le monde oublie dans cette histoire de passer en dessous de la barre des 5% de déficit. C'est que tout ça dépend de l'évolution du PIB. Oui. Et donc, si demain, avec ce budget qui va expliquer que finalement une holding est un outil d'optimisation fiscale puissant et d'échappement à l'impôt, alors que honnêtement, les holdings, pour la plupart, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, sont des outils de rebond d'investissement. C'est-à-dire que on va payer des dividendes à la holding, ou alors on va faire une plus-value dans la holding, et ensuite on va réinvestir sur d'autres secteurs. Ce sont aussi des outils, ça n'a jamais été dit. Moi, dans mon métier de promotion immobilière, si vous n'avez pas de la trésorerie devant vous, vous crevez. Pourquoi ? Alors, j'ai rien à voir avec Mistral, AI, mais tout simplement parce que je joue sur un marché éminemment cyclique. J'ai des opérations qui vont être perdantes, j'ai des opérations qui vont être gagnantes. Je ne sais pas quand je lance un projet immobilier à quel prix je vais le sortir, puisque de toute façon je suis en France et je vais sortir dans 5 ans ou dans 6 ans. Donc j'ai besoin d'un matelas de trésorerie pour faire face au pire. En cas de crise, payer les entreprises. En cas de crise, payer mes salariés. Eh bien, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui ? C'est peut-être que ce matelas en fait, de trésorerie que tu as, qui va te permettre d'acheter des fonciers, etc., dans le truc, en fait, peut-être que c'est de la trésorerie excédentaire. Peut-être que c'est de la trésorerie non productive, peut-être improductive, et j'ai décidé de la taxer. C'est ça, la réalité. Il y a une déconnexion, les amis, entre la réalité de l'entreprise et cette espèce d'imagerie d'Épinal qui est créée tel un espèce d'avatar de l'économie par des économistes, par des gens qui réfléchissent depuis Paris, mais il faut qu'ils aillent voir les entreprises, il faut qu'ils aillent comprendre à quoi sert la trésorerie dans une holding. Je rebondis sur ce que dit Guillaume et votre remarque, Raphaël. C'est pas, je ne partage pas une forme de pessimisme ce matin. Je pense que la démonstration qui nous est faite, mais qui est à confirmer, parce que le chemin est long jusqu'en décembre, et il va être tortueux et très urticant. En tout cas, j'ai plutôt ce sentiment-là. C'est clairement que Guillaume parlait spontanément de la petite réaction qu'il y a eu sur le taux de la dette hier avec le marché et tout ça. Bayrou, là où il s'est planté, finalement, vous savez, c'est quand on avait acheté un meuble dans une marque suédoise, il y a un ordre de montage, 1, 2, 3, et si vous attaquez par la phase 4, le meuble, il est foutu. On a tous vécu ça, Ludovic, on l'a tous vécu. En fait, la tentative de Sébastien Lecornu, et qui mérite en tout cas d'être accompagné et soutenu, c'est de dire, en fait, l'ordre de montage, c'est d'abord de retrouver la stabilité politique. Plutôt que d'aller attaquer par la dette, sur lequel François Bayrou s'est planté, honnêtement. Son discours du 15 juillet a été calamiteux. Donc, il essaye de résoudre ce point-là. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais la démonstration, cet ordre de montage, est somme toute extrêmement importante. Parce que dans toutes les notes, il y a encore des notes d'agence qui vont arriver, là, ce mois-ci. 24 octobre, Moody's, 28 novembre, Standard & Poor's. Ce qui me marque dans toutes les dégradations, c'est les longs paragraphes, évidemment, sur la situation de la dette française, tatati, mais des paragraphes qui ne font que s'amplifier de mois en mois sur l'instabilité politique. C'est-à-dire, en gros, l'incapacité à ce pays à se réformer, quelles que soient les orientations, parce qu'il n'y a personne dans le cockpit. Et c'est peut-être le point numéro 1 que Sébastien Lecornu tente de résoudre. J'espère qu'il va y arriver, parce que cette capacité de cockpit, c'est demain, on espère en 2026, arriver à partir enfin sur des orientations dont ce pays a besoin, y compris en termes d'investissement, y compris par rapport au rapport Draghi, l'innovation, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, il y a tout un chemin après à dérouler. Et c'est la capacité de compromis. Et là, pour le coup, la première étape semble plutôt victorieuse. On a LR et le Parti socialiste qui semblent d'accord pour ne plus censurer
Avec un seul objectif commun qui est on ne dépasse pas les 5% de déficit. Quand ils reviennent avec après les voies et moyens, ça va être compliqué. C'est quand même pas une union très solide. Quand il revient chez BFM ce matin en disant en fait, moi mon objectif c'est la taxe Zuckman, une fois encore qui est inopérante et qui va coûter très très cher à la France et qui est totalement inopérante. Je vais juste un petit commentaire que j'ai rarement vu sur la taxe Zuckman. En fait, je feuilletais l'autre jour le fameux magazine de Challenge sur les 500 fortunes où on a expliqué qu'avant c'était 80 milliards et maintenant c'est 1200 milliards. Passer de 80 à 1200 milliards, c'est pas 1800 familles entrepreneurs. D'accord ? C'est une trentaine de familles entrepreneurs. Et là-dedans, dans cette trentaine, les trois quarts... Vous êtes pour concentrer l'impôt encore un peu plus. Les trois quarts, c'est un miracle qui s'appelle le luxe. Oui. Qui s'appelle le secteur du luxe. LVMH prend 12% ce matin en bourse. LVMH, qui valait 9 milliards à la fin des années 90, en vaut 260 milliards. À eux seuls. Et là-dessus, on rajoute Chanel, on rajoute Hermès, avec la famille, etc. On rajoute Hermès, on rajoute Bettencourt. Et tout ça fait le gros de la croissance, en fait. Et on fait croire aux Français qu'en fait, il y a un problème de société. Et c'est pas un problème de société. C'est juste le miracle du luxe français avec des génies qui arrivent à vendre à des Chinois qui demain vont nous tondre parce que de toute façon ils ont une technologie formidable et ils vont maîtriser les terres rares, ils vont maîtriser des tas de choses. On a une chance folle, nous, petits Français qui existons peu, on est capable de faire des sacs à main, bas carbone d'ailleurs, parce qu'un sac à main, l'empreinte carbone est très faible, vendu $20,000 aux Chinois. On est capable de faire du Dom Pérignon vendu très cher. On est capable de faire des parfums vendus très cher. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On dit à ces fortunes familiales françaises du luxe qui, honnêtement, ont réussi parce que c'était des familles, on leur dit, vous savez, on va vous faire la peau. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup trop riches. Et vous allez venir payer pour les retraites. Et vous allez venir payer pour les malheureux. Et vous allez venir, etc. C'est le seul message qu'on envoie à ces gens-là. Je vais vous dire, je ne suis pas, moi, milliardaire. Mais si je l'étais, je pense que je commencerais à faire mes valises. Enfin, c'est pas possible, ce pays, d'en entendre autant sur les entrepreneurs qui sont la cause de tous les maux et qui seraient aussi la solution miracle, comme si ces 15 milliards allaient demain sauver quoi que ce soit. Oui, mais il faut entendre le besoin de justice fiscale dans l'opinion publique française aussi. Mais il faut expliquer aux gens que les holdings, si vous voulez, c'est pas de l'argent dont vous disposez. Et que si demain, moi, je distribue depuis ma holding professionnelle, qui est une holding active, qui est une holding d'investissement, si je distribue de l'argent pour partir en vacances, pour payer les études des enfants, eh bien cet argent, il prend une deuxième fois l'impôt. Et je suis pas à 25%, je suis à plus de 50%. Après, la règle de la fiscalité française est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a la règle et puis il y a aussi des contournements. Alors, simplement des tweets que j'ai pu trouver, là c'est Dividend King, je le cite, qui explique, ami entrepreneur, pas d'inquiétude, les fiscalistes ont déjà trouvé une parade, elle est très simple, utilisez votre excédent de trésorerie et vos réserves pour augmenter le capital social de votre holding. Alors, on rentre dans la technicité, mais... il semble qu'il y ait quand même, une fois de plus, d'après ce que j'ai lu, en fait, ils fiscalisent les trésoreries. D'accord ? Donc, en fait, c'est indépendant de savoir si on est au capital ou pas au capital. La question, c'est de savoir, il va y avoir probablement de la migration de trésorerie dans les entreprises. À mon avis, les entreprises internationales vont beaucoup mettre de la trésorerie à l'étranger. Donc, on va renforcer les capacités d'investissement des filiales étrangères. Ça, c'est probablement ce qui va se jouer si on commence à regarder en transparence les états de trésorerie à chaque niveau de chacune des filiales des grands groupes dont on parle ici, c'est-à-dire les grands entrepreneurs français et notamment du luxe. Laurent Wronski. Justement, je vais répondre à cet auditeur. Je pense qu'il y a un vrai problème de temporalité. Je veux dire que le politique, je veux dire, son échéance, c'est la prochaine élection. Nous, on est dans des secteurs. C'est-à-dire que moi, je suis dans un secteur industriel. Oui. Moi, mon échelle minimum, c'est 10 ans. Quand je lance un programme de développement de nouveaux produits, c'est pas 10 jours. Donc là, on a une petite musique, on nous dit oui, c'est bon, tout va bien, ça va être stable, il y a un budget. Mais non, je veux dire, globalement, tout le monde l'a compris, les grandes manœuvres, c'est fini. Jusqu'à 2027, il ne va rien se passer. Donc la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va trouver une parade avec le fiscaliste qui va bien pour neutraliser la petite réformette qui est cachée à l'alinéa 3 du nouveau budget. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que les entrepreneurs que nous sommes, et on n'est évidemment pas les seuls, est-ce qu'on va se lancer dans l'aventure de mettre pendant 10 ans ou 5 ans
pour les plus courts, les ressources nécessaires et les risques nécessaires. Est-ce qu'on pense que notre pays va être un pays d'avenir et va nous offrir un environnement stable? Eh bien, je suis désolé, depuis 24 ans, il n'y a toujours pas la réponse à la question. Voire pire, le cirque auquel on vient d'assister, le concours Lépine de la fiscalité la plus punitive qui a commencé depuis la dissolution, ne fait que commencer et se poursuivre. Ça, à nos échelles à nous, 5 à 10 ans, je veux dire, rien n'a été apporté pour nous conforter. C'est ça qui est grave. Vous savez ce qu'il faut pour vous réconforter, Laurent, c'est lire le cadrage macroéconomique du projet de loi de finances. Parce que Bercy, ils semblent tout assez optimistes. Bercy prévoit 2,6% d'augmentation de l'investissement des entreprises l'année prochaine. Ils ont chaussé des lunettes roses, là, Ludovic Sauté. Vous savez, quand on fait des... Et plus 0,9 sur la conso des ménages. Quand on fait des budgets, il y a toujours des exercices qui font partie du cirque, dont décrivait Laurent à l'instant. Alors, dans le cirque, il y a la lutte antifraude. Donc, un projet de loi va être déposé en même temps que le PLF pour lutter contre les fraudes fiscales et fantasmes. Alors, on le met à 1 milliard, 1,5 milliard. Dans le meilleur des cas, il rapporte 200 millions. Mais c'est dit, c'est posé. Donc, ça, c'est le grand classique. On coche la case. Et après, il y a les projections et le tendanciel et tatati tatata. Après, là, ce matin, on est déjà rattrapé par la patrouille. Il y a les chiffres de l'OFCE qui sont tombés. Qui disent quoi? Ils disent que déjà, dans le meilleur des cas, la croissance, ça sera du 0,7% cette année, l'année prochaine. L'OFCE qui est plutôt optimiste dans les instituts de prévision. Voilà, pour continuer, qui est plutôt dans les lunettes roses, dit que si on va sur un budget, alors ils ne l'ont pas fait par rapport à ce budget-là, puisque là, il n'y a pas le temps, mais si le budget, dans une gestion modérée, on pourrait être au-dessus des 5,5 en termes de dérapage PIB dès l'an prochain. Puis plus inquiétant, parce que c'est l'accumulation de ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire cette période d'incertitude nourrie en plus d'incertitudes géopolitiques majeures, Trump, la Chine, et ainsi de suite, commence à peser. Alors les 2,6% sur l'investissement, honnêtement, c'est pas du tout ce qu'on va arriver. Et l'OFCE ramené, sur les ménages, d'abord, elle s'attend à un tassement de la conso l'année prochaine. Donc, ce qui sera un très très mauvais signal, puisque c'est la conso en France qui tire quand même la croissance. Donc, si la conso elle baisse de 0,4%, c'est un mauvais signal. Et puis, une reprise du chômage fin d'année. Donc là, attendez, juste une seconde. L'OFCE prévoit une baisse de la consommation de 0,4 quand les chiffres dans le cadrage macroéconomique du projet de loi de finances, c'est plus 0,9. Ouais, c'est 0,4%, moins 0,4 en 2026. Jour et la nuit, là. Et ils évaluent, je reprends les chiffres, le chômage remontait à 8,2% pour fin 2026. Donc et pourquoi? Parce qu'on le voit, parce qu'il y a des pans entiers de l'économie française. Je prends le secteur automobile qui est en train de partir à volo, très clairement. On le voit, les usines une à une se mettent en chômage technique. Oui, la vague chinoise. Pour les plus anciens, cette période-là où chômage technique, c'est vraiment le signal que les choses vont pas bien, et de toute façon, même celles qui restent ouvertes ont des capacités de production de l'ordre de 50%. Donc, honnêtement, on voit le mur arriver sur tout un pan. C'est 140 000 emplois, l'automobile en France. Oui. C'est pas un petit secteur. Il y a plus de 10 millions en Europe. Ouais. Et quelque chose qui est... l'Allemagne vit la même chose, c'est pas spécifique à la France, même l'Allemagne le vit très très fortement. Oui. Et c'est le mouvement chinois dont parlait très bien Laurent tout à l'heure, en train de débouler, de déferler à haute vitesse. Là. Est-ce que vous allez faire mieux que 2,6% d'investissement l'année prochaine, Laurent Wronski? Moi, je vais être un peu impertinent. Moi, ces discussions sur la prévision me font sourire. Parce qu'il y a des gens qui, en clair, me lisent l'heure sur ma propre montre, première chose. Et deuxièmement, ce qui est important avec l'avenir, c'est pas de le prévoir, c'est de le rendre possible. Et est-ce que ce budget va le rendre possible? Moi, je dis non. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour des gens qui vont être face à des décisions d'investissement impactantes, bien, je pense qu'ils se posent de vraies questions. Et la vraie question, c'est est-ce que je vais le faire? Et deuxièmement, c'est où je vais le faire? Est-ce que c'est si vous répondez ça. à ces deux questions, Guillaume Patrimoine chez WO2 l'année prochaine, est-ce que vous gelez les investissements ou est-ce que quand même il y a de l'activité, il y a un peu de croissance, donc vous continuez directement. Je finis des projets que j'ai lancés il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, avec des capitaux que j'ai empruntés ou que j'ai mis en œuvre à cette époque-là. Est-ce que j'ai encore une vision 2026, puisque je finis ces projets, mais comme beaucoup d'ailleurs d'autres promoteurs, on finit les projets. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent? La réponse est non. La Défense est à l'arrêt complet. Vous regardez dans Paris, cherchez les grues, il y a la tour Triangle à côté, mais enfin à part ça, il n'y en a pas. Donc en fait, on voit sur les carnets de commandes du BTP plus aucune visibilité au-delà de 2026. Donc les nuages, ils sont là.
Oui. Et au lieu d'avoir, on devrait avoir un budget de relance, de rupture, on a un budget dans lequel, en fait, on ne soigne aucun des maux qui sont aujourd'hui les maux structurels de la France. Donc, en fait, pour rester député, on fait des petites alliances, on s'amuse, on cède un petit ceci, puis on dit c'est que quelques milliards, on fait quelques trucs, etc. Et puis, à la fin, honnêtement, les chefs d'entreprise, eh ben, ils hésitent. Et ça, c'est pas bon pour le pays. Vous avez une baisse de la CVAE, quand même. C'est à peu près la seule bonne nouvelle de ce projet de loi de finances. Il y a une augmentation du coût du travail, hein. Parallèlement. On va y revenir dans la seconde partie des experts. On va continuer de rentrer dans le corps de ce budget et voir quelles sont un peu les surprises aussi, car il y en a. Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute.